chez vous tout autour de cette table. Je vais vous donner ma carte. Jean-Christophe Fromentin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Donc maire de Neuilly, la crise ukrainienne occupe tous les esprits. Joe Biden, Vladimir Poutine acceptent un sommet à l'initiative de la France. Joli succès pour Emmanuel Macron ou fumée? Je crois que chacun a eu un rôle en discutant, en ouvrant au dialogue, en mettant la pression pour d'autres. Chacun a joué un rôle dans cette échéance qui se dessine et qui est, je crois, une bonne chose. Pour autant, pour moi, il y a vraiment une deuxième lecture ou une première lecture qui est une lecture économique d'abord pour les Russes qui peuvent pas aller dans la guerre aussi facilement que ça puisque leurs fondamentaux économiques sont quand même très esquintés et l'Allemagne montre une certaine détermination. Or, l'Allemagne est un client majeur de la Russie. Et puis les Américains ont une échéance électorale, ça c'est la lecture politique. Il faut qu'ils montrent aussi à la fois du dialogue et une fermeté. Et je crois que je suis plutôt positif, optimiste sur l'issue de ce dialogue. Se mettre autour de la table, c'est déjà 60% du chemin. La sanction économique, c'est notre arme. On voit Boris Johnson qui dit il y aura plus de commerce possible en livres et en dollars. Il y a le Nord Stream 2, le gazoduc. L'Allemagne fait pression. L'économie, c'est notre arme à nous Européens. Je crois, et je pense que Poutine l'a bien compris. Sur le terrain de la guerre, peu le suivront, bien entendu, sauf c'est son univers à lui. Sur le terrain économique, beaucoup vont à en souffrir, y compris les Russes, d'abord les Russes, et je pense qu'il est conscient des dégâts que pourrait faire une guerre économique sur son opinion, et on le voit, il est très en prise avec l'opinion, très à l'écoute, il sait flatter la fierté de la Russie quand c'est nécessaire, il sait, je pense, aussi écouter, parce qu'il est intelligent, les dégâts que pourrait faire un embargo économique. Est-ce que vous comprenez qu'Emmanuel Macron repousse sans cesse son entrée en campagne présidentielle du fait des tensions en Ukraine? Non, je pense qu'on est sur deux univers différents. Je pense que le débat politique qui s'ouvre en France et il sera candidat, il est même favori aujourd'hui dans les sondages, lui impose de rentrer dans le débat, dans la discussion, sous une forme qui est pas forcément celle des autres candidats eu égard à son statut. Mais je crois s'écarter comme ça du débat revient un peu à une fuite, et je ne pense pas que ce soit vraiment bon pour lui. Je pense qu'il devrait, d'une manière ou d'une autre, annoncer sa candidature, ouvrir au moins ses thèmes. Quels sont ses grands thèmes de campagne? On a besoin de ces thèmes pour se positionner. Les Français l'attendent également. Et ce report permanent, il y aura toujours une crise qui justifiera de ne pas se déclarer, mériterait maintenant qu'on arrête et qu'il arrête cette idée de repousser l'échéance, qui rentre dans l'arène à sa façon, en tous les cas, au moins avec ses projets présidentiels. Vous avez annoncé hier dans le journal du dimanche votre soutien à Valérie Pécresse, que vous accompagnez d'ailleurs tout à l'heure à Châteauroux. Quelles sont les raisons principales qui vous ont fait basculer en sa faveur? Écoutez, je crois qu'il y a deux composantes dans la droite et dans ce que j'attends, moi, de la politique. Il y a, pour parler de manière un peu simple, mais cette composante verticale, régalienne, importante, et on voit combien le débat est sensible à ça. Et puis, il y a une composante horizontale, les corps intermédiaires, les collectivités locales, cette perspective de confiance qui se crée dans l'horizontalité de la vie politique. Et je pense qu'elle a ces deux piliers, elle a ces deux éléments. Elle a une verticalité qui est assumée dans un discours qui est assez dur, assez régalien, l'ordre fidèle à la droite. Et puis elle a cette ouverture aux collectivités dans le discours du Zénith, même si sur la forme il y a eu un certain nombre de ratés. Pour autant, sur le fond, j'ai retrouvé plusieurs éléments sur l'aménagement du territoire, les villes moyennes, une meilleure articulation entre les métropoles et le reste du territoire, la prise en compte de la ruralité, tout ce qui contribue aussi à cet humus économique qui fait l'industrie, qui fera l'industrie de demain. Je pense qu'elle a cette sensibilité peu long aujourd'hui dans le débat. Alors, et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé à ses côtés. Vous avez créé Territoire en mouvement, vous avez écrit Le temps des territoires, là, vous y tenez. Emmanuel Macron, lui, n'a pas compris l'importance des territoires, même depuis le grand débat. Écoutez, je crois que les territoires, vous voyez, ils ont trois leviers. D'abord, un levier de confiance, on l'évoquait. Un levier économique, il suffit de voir les derniers chiffres du commerce extérieur, de la balance commerciale. La France a du mal à se différencier, à faire valoir des avantages comparatifs propres, et je pense que les territoires recèlent cette diversité économique qui font valoir la performance de la France dans le monde. Un avantage social, je pense qu'il y a un nouveau contrat social dans cette possibilité donnée aux gens de vivre là où ils veulent vivre, dans la diversité, encore une fois, de la depuis géographie. Le confinement et depuis leurs aspirations. Absolument. Et l'écologie. Et l'écologie, elle se fait aussi sur des échelles. On voit nos métropoles sont des véritables îlots de chaleur avec tous les dégâts que ça fait sur la couche d'ozone. Je crois qu'à la fois de l'expérimentation, à la fois la capacité à réconcilier
réconcilier les Français avec la nature se fait dans cette horizontalité. Macron, je crois, l'a pas bien compris. J'ai eu à plusieurs reprises des échanges avec son cabinet, avec le ministère pour la cohésion des territoires, et on l'a vu récemment, la loi 3DS n'est pas une loi ambitieuse sur l'aménagement du territoire, c'est une loi de réglage, comme l'avait été la loi Macron en son temps sous Hollande, c'est une loi qui remet d'équerre un certain nombre de dysfonctionnements, mais il aurait pu, en fin de mandat, surtout après la crise des Gilets jaunes, lancer une grande ambition territoriale, là où les gens veulent vivre, il ne l'a pas fait. Vous proposez un livret d'épargne territoriale. De quoi s'agit-il? On sait quelque chose de très simple. L'idée, c'est de dire qu'au lieu d'avoir ce livret A, qui est un livret national, régionalisons le livret A. Faisons en sorte qu'il y ait un livret A à Bretagne, un livret A à Normandie, un livret A Grand Est, et que votre épargne soit canalisée dans une série d'infrastructures qui font défaut aujourd'hui dans les territoires. Ce qui permettrait de relier votre épargne à l'environnement dans lequel vous vivez. Et avec une partie qui serait majoritaire déployée dans les infrastructures et une partie dans l'économie réelle, laquelle économie réelle s'ouvre de la prévalence des startups et de l'innovation qui ont bien entendu des retours sur investissement bien supérieurs. Et donc mon idée, c'est de distraire 2 tiers dans les infrastructures, 1 tiers dans l'économie réelle, les mêmes avantages que le livret A, mais une canalisation de cette épargne là où les gens vivent, ce qui améliorerait leur environnement. Vous souhaitez aussi changer le financement politique au profit des territoires. Comment? Alors ça, c'est une idée qu'on avait lancée avec Jean-Dominique Sénard, puisqu'on avait fait un rapport ensemble pour l'Institut de l'entreprise il y a quelques années, sur comment réformer le réformateur. C'était le nom du rapport. On avait fait une série de propositions, dont celle-là, qui est assez nouvelle, c'est de dire fléchons une part de financement public de la vie politique vers les élus locaux. De telle manière à ce que quelqu'un qui est élu, conseiller municipal, maire, conseiller départemental, puisse avoir un abondement pour son association politique, avec d'autres élus de son territoire, un abondement de l'État pour l'aider à avancer, à réfléchir, à faire connaître ses idées. Et on pensait que, et on pense toujours, et que cette idée de régénérer la politique, d'oxygéner le débat, viendra d'en bas, viendra de tous ceux pour lesquels c'est possible de s'engager dans leur ville ou dans leur village, mais beaucoup plus difficile dans la vie politique nationale. Et que si on veut créer cette dynamique de mobilisation autour de la politique qui nous fait défaut, il faut remettre de la stimulation, remettre des moyens, remettre des ressources vers les élus locaux. Alors il y a un candidat qui se veut celui de la France périphérique, des campagnes du retour à l'identité, c'est Éric Zemmour. Pourquoi ne pas aller vers ce choix? Écoutez, je pense que chez Éric Zemmour, il y a des éléments de constat qui sont l'observation que tous les Français font. Après, il y a des éléments de solution. Et c'est là où le débat est souvent plus difficile. Critiquer, constater, observer, on est tous plus ou moins capables de le faire. En revanche, poser de manière cohérente, harmonieuse, dans aussi une notion de paix civile, les solutions, c'est beaucoup plus compliqué. Et sur le terrain des territoires, il y a une articulation assez complexe entre les métropoles, les villes moyennes, l'économie, comment refaire renaître une économie, comment remettre à niveau les infrastructures, comment recréer aussi les conditions d'une démocratie de proximité. Moi, j'entends pas beaucoup, vous voyez, ces réponses dans la bouche d'Éric Zemmour. Il y a des belles images, des beaux paysages, des belles photos, mais encore une fois, la mise en œuvre d'une grande politique des territoires, d'une grande politique de la France par ces territoires, va au-delà des images et appelle des constats et des propositions assez complexes, mais néanmoins dont les Français ont besoin. Est-ce qu'il n'est pas temps pour Valérie Pécresse de débattre en face à face avec Éric Zemmour pour montrer qu'elle a l'avantage du concret? Je crois que Valérie Pécresse aura effectivement, pour révéler ce qui fait cette différence, et beaucoup de vos confrères pointent une difficulté à percevoir ses propres marqueurs. Je pense qu'elle les a, mais il faut qu'elle les révèle davantage. Elle les révélera probablement en contraste avec ceux qui sont ses adversaires. Donc effectivement, la confrontation, la dispute au sens étymologique du mot, sur des choses fondamentales, sur des éléments de fond, pas simplement sur des punchlines, est un élément vers lequel elle devra aller, ce qui révélera, je pense, très rapidement, justement, à la fois sa fermeté sur les sujets qui sont aujourd'hui les préoccupations des Français, mais aussi sa capacité de prospective, son intelligence, l'intelligence qu'elle peut mettre dans des propositions fortes pour l'avenir de la France. David Lisnard, lui, a choisi de parrainer Jean-Luc Mélenchon, pas par adhésion à ses idées, mais parce que Mélenchon a du mal à avoir les 500 signatures. Vous comprenez cette démarche? Vous pourriez faire une démarche de ce type? Écoutez, moi, je l'avais interpellé il y a un mois, au titre de l'AMF, en disant « Créons une réserve de signatures ». Un peu la banque des signatures de Bayrou. Absolument. Donc j'avais
le premier à annoncer ça. Ça avait été d'ailleurs repris par quelques ténors politiques. Je pense que moi je préfère avoir les gens, les adversaires dans les urnes que dans la rue. Et je suis extrêmement sensible à ce risque de frustration terrible que pourrait avoir 20, 30, 40% des Français de ne pas voir dans les bulletins de vote ce qu'ils ont besoin d'exprimer dans la démocratie. Donc moi je suis bien entendu ouvert à cette idée et on aura au dernier moment à regarder la situation politique pour reprendre nos responsabilités si nécessaire. Les divers candidats planchent devant le MEDEF aujourd'hui. Les entreprises de Neuilly, elles attendent quoi? Des baisses de charges, des baisses d'impôts? Je crois que les entreprises sont conscientes d'un risque de crise de compétitivité. Et la crise de compétitivité, elle est bien entendue dans les prélèvements obligatoires. Je crois que l'écart entre la France et l'Allemagne en valeur absolue, il est de 40 milliards. C'est-à-dire que vous mettez tout simplement les prélèvements obligatoires français au niveau de ceux de l'Allemagne, vous remettez 40 milliards dans l'économie réelle. Et ça, c'est un élément extrêmement important qui fait d'ailleurs que le développement de l'économie française s'est fait des grandes entreprises françaises, puisqu'à Neuilly, beaucoup de grandes entreprises, s'est fait davantage dans la croissance externe à l'étranger que, comme l'Allemagne, dans une croissance endogène, interne. Et donc ça, c'est un signal. Et pour une entreprise, c'est plus facile de prendre des positions dans une entreprise étrangère que dans une croissance endogène ou organique. Donc, il y a clairement des curseurs à remettre d'équerre, et on sait tous que ces curseurs, ils passeront par deux éléments, soit une attrition de la dépense publique, qui est aujourd'hui un problème qui pèse sur ces curseurs, soit bien entendu une perspective de croissance. Et là, je reviens sur les territoires. Je pense que nos avantages comparatifs, celles de nos grandes entreprises, prenez pourquoi le luxe est fort, parce que le luxe s'appuie sur un artisanat d'art qui a toujours été un grand marqueur français. En un mot, vous aviez porté le projet d'exposition universelle. Il y aura une seconde chance? Écoutez, peut-être pas sous la même forme, mais je pense que ce qui était important dans l'Expo universelle, c'est que la France rayonne dans le monde de manière extrêmement forte sur ce qui fait son histoire, sa culture et son avenir. Et j'ai bon espoir de relancer une initiative dans ce domaine-là. Jean-Christophe Fromentin, merci, bonne journée. Merci.